Ces dernières années, la transformation digitale a fait irruption dans nos vies et irrigue notre quotidien, bouleversant ainsi notre manière de travailler, d'apprendre et de vivre en société. D'après Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement, et un changement en prépare un autre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'atelier numéro 2 du groupe de travail sur la transformation organisationnelle du PMI France portant sur explorer le côté humain de la transformation digitale. Je m'appelle Mounina Tounkara. J'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire de ce soir Claude Khalil, spécialiste de recherche Brightline Initiative. Mounina Tounkara, PMP, auteure, consultante, conférencière TED, doctorante en sciences de l'information et de la communication, enseignante en management de projet et en prise de parole en public. Mehdi El Gwarni, PMP, fondateur d'Oliris Training and Consulting, formateur en management de projet et des risques, volontaire PMI France. Amélie Ngati, PhD, chef de projet certifié PMP, RMP et Change Manager certifié PROSI, formatrice. Yanis Waliten, consultante en management de projet et programme, chargée de programme mentorat PMI France, certifié PMP et Black Belt Lean Six Sigma. Kindi Silla, chef de projet senior, management de projet, transformation digitale, coaching. Aurélien Bayon, project management, practice squad leader. Abdelhamid Boulenoir, CEO, PMO, NCO et CMS informatique, enseignant Polytech Paris Saclay et auteur de 6 ouvrages sur le management de projet chez l'AFNOR. Expertise solution PMP. Narcisse Unza, chef de projet certifié PMP White Belt Lean Six Sigma. Sophia Aboulatim, chef de projet amélioration continue. Destin Logbo, chef de service gouvernance IT project manager. Ibrahima Dambélé, architecte d'entreprise, formateur PMP et TOGAF. Le webinaire de ce soir se déroulera selon le plan qui s'affiche sur votre écran et durera 1 heure. Pour assurer une interaction tout au long du webinaire, nous vous proposons des activités de coproduction dont les modalités s'affichent à l'écran. Pour participer aux activités, vous pouvez soit cliquer sur le lien qui vient d'être partagé sur le chat ou scanner le flashcode qui s'affiche sur votre écran et nous vous donnerons plus d'informations sur comment participer via le chat. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. À toi, Hamid. Monina, vous m'entendez? En fait, Hamid, je crois qu'il sera en retard. Du coup, bon, transformons notre organisation. Je vais prendre si vous êtes d'accord. Donc, alors, la partie de Hamid, c'est d'abord de parler des prérequis et des objectifs à avoir donc, pour pouvoir suivre ce webinaire de la manière la plus fluide possible. Donc, en prérequis, donc, il faut avoir conscience en fait de l'intérêt que peut apporter la transformation organisationnelle aux entreprises. Et quand on parle des entreprises, on parle aussi du facteur ou bien de la dimension humaine des entreprises. Le deuxième prérequis, c'est de connaître les différentes structures organisationnelles de l'entreprise. Donc, il y en a plusieurs. Le troisième, c'est de connaître le code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI. Et ça, pour l'avoir, vous pouvez consulter en fait le PMBOK 6 notamment, donc qui dresse en fait le code de déontologie donné par le PMI. Sinon, pour les objectifs de notre webinaire, donc, le premier, c'est de savoir définir la transformation organisationnelle
et ses différentes composantes dans la transformation digitale. Donc, c'est l'une des composantes, en fait, ou bien l'un des types de transformation organisationnelle. Aussi, c'est d'explorer le côté humain, et ça fait partie, en fait, du titre de notre webinaire, donc le côté humain de la transformation digitale. Et là, on va voir 5 enseignements que nous avons tirés en fait du playbook de Brightline. Et donc ces 5 enseignements, je vais les dresser rapidement. Donc le premier, c'est de confier la responsabilité des projets aux équipes internes de l'organisation. Donc ça, c'est très essentiel. Le deuxième, c'est d'avoir une vision sur 3 à 5 ans. Donc il faut toujours avoir un petit peu une longueur d'avance sur ce qui va arriver après. Le troisième, c'est de concevoir l'expérience client de l'extérieur vers l'intérieur de l'organisation. Quatrième, c'est de concevoir l'expérience collaborateur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, c'est en fait un flux qui est inverse. Et en dernier lieu, et c'est pas en fait, c'est pas la dernière leçon, n'est pas des moindres, c'est le fait d'intégrer une culture de type Silicon Valley. Ça veut dire là, on va être vraiment dans l'agilité, dans tout ce qui est prototyping, et on va voir en fait les détails après. Je crois que Hamid vient de venir. Hamid, je t'ai piqué ta partie. Je passe la main, bon, en profitant en fait bon, de la venue d'Amit s'il veut dire quelque chose. Sinon, je passe la main à la prochaine slide. Est-ce qu'on va passer à Yanis? Yes, merci. Alors, merci Mehdi pour cette introduction. Comme il a très bien mentionné, hein, nous vous proposons de débuter ce webinaire qui concerne la transformation digitale avec l'exemple de notre cher Théo. Un personnage fictif créé par le groupe de travail de transformation organisationnelle de PMI France dans le but de partager les connaissances de façon ludique et impactante, s'appuyant sur l'outil intelligence artificielle pour générer des illustrations en images. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image devant vous, Théo, encore enfant, grandit et apprend dans un monde façonné à la fois par l'influence directe de ses parents et par les interactions qu'il a avec ses enseignantes. Recevant une éducation équilibrée, Théo a bénéficié, dès l'âge de 10 ans, d'une approche collaborative à son développement, impliquant à la fois ses parents et également ses professeurs. Plutôt que de confier entièrement l'éducation de Théo aux enseignants, ses parents ont choisi de s'engager activement dans un processus de co-construction. Cette approche souligne un enseignement important pour les organisations. Il ne s'agit pas de confier aveuglement la totalité de la gestion de l'entreprise à des consultants externes, mais plutôt de rechercher une collaboration intelligente et participative. Sur la slide suivante, on peut constater que Théo a grandi. Il a déjà 14 ans. Après avoir obtenu son brevet, il se fixe pour objectif d'exceller au baccalauréat. Avec une vision claire et des objectifs précis, il trace son chemin, tel un navigateur utilisant un compas, comme vous pouvez le voir sur l'image. S'appuyant sur une éducation solide, il sélectionne des outils stratégiques pour élaborer un plan d'action, par exemple. 3 ans plus tard, son approche méthodique lui permet de décrocher son baccalauréat avec mention. Cette histoire montre une vision et une stratégie claire, plus que les outils en eux-mêmes sont essentiels pour atteindre ses objectifs. Théo comprend que ce succès n'est qu'une étape dans son voyage vers des objectifs plus grands que nous verrons sur la slide suivante. Des années sont passées. Après son baccalauréat, Théo a choisi le métier de change management pour faire, car il a estimé que, qu'il est important pour lui de changer les choses au sein de sa société. Il voit sa mission comme celle d'un jardinier soignant une plante, où les feuilles vertes représentent une relation de confiance avec les clients et les fruits. Et les fruits, il s'agit donc de la santé de l'organisation. Théo sait que sans écouter et répondre aux besoins des clients, l'organisation ne peut prospérer. C'est d'ailleurs dans la slide suivante, sur la slide suivante, excusez-moi, que Théo, en tant que change manager, comprend que pour répondre aux attentes des clients, son entreprise doit adopter une nouvelle mentalité. Face à la bureaucratie et à la résistance au changement, il s'investit dans la compréhension de la culture de son entreprise et initie le changement en obtenant peu à peu des résultats
satisfaisantes et positives. Ces efforts conduisent à la formation d'un groupe de travail prêt à embrasser cette dynamique. Théo réalise l'importance d'une approche collaborative et participative, impliquant tous les niveaux de l'organisation, de la stratégie passant par le tactique et enfin par l'opérationnel pour véritablement satisfaire le client. Et enfin, ce que nous pouvons voir avec Théo, c'est que sur la slide suivante, c'est que Théo, ayant initié un changement crucial avec l'appui des leaders de son entreprise, comprend que développer une nouvelle culture est un projet de longue haleine et aussi sur le long terme. Donc la direction, le top management, valorisant son engagement, lui finance un voyage dans la Silicon Valley pour explorer des pratiques innovantes. Effectivement, nous pouvons voir Théo euh, vraiment dans une phase de découverte et prendre connaissance des nouvelles pratiques innovantes. Là-bas, en discutant avec des experts locaux, il découvre que le succès réside moins sur les méthodes agiles ou plutôt approche agile ou lean, mais plutôt sur une culture profondément collaborative. Et Théo saisit que sans cette culture de collaboration, les initiatives agiles ou lean échoueront. Alors que l'histoire de Théo se close sur une prise de conscience, bien que simplifiée, et nous le savons bien que la réalité est bien plus complexe et nuancée, chacun d'entre vous peut incarner Théo en contribuant à être un acteur engagé au sein de son organisation pour changer les choses. À son niveau, voilà, chaque strate, vous pouvez aussi bien être au niveau stratégique, tactique ou opérationnel, eh bien, vous verrez durant ce webinaire comment vous pouvez changer les choses en poursuivant avec Hamid. Hamid, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Déjà, je m'excuse de ce léger retard. Bonjour oblige. Merci Yanis pour cette très belle illustration des 5 enseignements, hein, n'est-ce pas? Là, maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. En gros, qu'est-ce que la transformation organisationnelle? Avant de parler de la transformation digitale, on va revenir un peu sur la transformation organisationnelle. Je rappelle très rapidement que le PMI et Brightline ont élaboré un modèle spécifique pour accompagner la transformation des entreprises et des organisations. Et je retiens aussi ce qu'a dit notre collègue Claude, c'est bon, se transformer, oui. Elle a donné une image très intéressante, c'est la transformation de la chenille vers le papillon. Et elle a dit même, est-ce que c'est dans son ADN? D'accord. Alors la question qu'on peut se poser, ça fera l'objet de débat, est-ce que la transformation doit être dans notre ADN, dans l'ADN des organisations. Voilà. Donc, très rapidement, donc, la définition de la TO, de la transformation organisationnelle, il y a plusieurs types de transformation, plusieurs définitions, pardon. Celle du Brightline PMI, qui dit que la transformation organisationnelle fait référence donc à une amélioration durable, notion de durabilité, quantifiable de ses performances, tout en transformant l'état d'esprit du personnel. Vous voyez, l'application de l'humain est très importante, du personnel, et donc la culture de l'organisation. C'est un peu ce qu'a dit de façon schématique et très bien illustré Yanis. Voilà. Il y a une autre définition du BCG, du Boston Group Consulting, dit les transformations sont des changements dans la stratégie. On insiste beaucoup sur le mot stratégie. Il ne peut pas y avoir de transformation s'il n'y a pas une stratégie préalable. Les modèles opérationnels, l'organisation, la structure organisationnelle, les personnes, l'humain, toujours l'humain, et les processus. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que si nous, on a essayé de faire une synthèse, en fait, ces deux définitions se convergent, hein. La synthèse qu'on a faite, c'est l'équipe qui anime ce webinaire aujourd'hui. C'est un ensemble de processus de transformation de la stratégie, de la structure organisationnelle, des compétences, toujours l'aspect humain, et de la culture. Dans quel but? Pour viser un avantage concurrentiel, sinon on reste au bord de la route et de préparer l'avenir. Voilà. On a rajouté une petite note pour dire que la transformation
organisationnelle, elle est constituée d'un certain nombre de processus continus, n'est-ce pas? On ne fait pas une transformation et s'arrête. Il faut s'adapter continuellement au marché dans un monde VICA avec tous les problèmes géopolitiques, etc. Et on est obligé de se transformer, sinon on reste sur le bord de la route. Donc, la transformation organisationnelle est constituée de processus continus, s'alignant et s'adaptant. Le mot adaptation est très important. Vous savez que dans le PM Box 7, il y a tout un ensemble de chapitres sur l'adaptation, s'adaptant en permanence sur les conditions du marché. Ça, c'est donc l'étude de Benem Tabrizi qui a beaucoup travaillé sur le sujet. On reviendra dessus parce ils ont fait des enquêtes au niveau des entreprises, sur des centaines d'entreprises, et ils ont tiré ces 5 enseignements que Yanis a développés, et surtout que les collègues vont développer au fur et à mesure. Voilà, donc très schématiquement, voilà ce que c'est que l'organisation organisationnelle. On va revenir sur la transformation digitale. Peut-être juste avant, je vais laisser la parole à ma collègue Kindy, qui va vous parler de la conduite du changement. C'est quoi la conduite du changement? Va le détailler. Enfin, c'est un élément clé de la transformation organisationnelle. La conduite du changement se veut c'est un projet spécifique en lui-même. La transformation organisationnelle, elle englobe un ensemble de projets visant à changer l'organisation. À toi, Kindy. Merci, merci Hamid. Merci aussi Yanis pour l'introduction parce qu'en fait, dans cette slide, on va plutôt essayer de faire une comparaison et compléter ce que mes deux collègues d'avant ont dit. Euh, comme l'a dit plutôt Hamid et aussi Yanis, lorsqu'on va parler de transformation organisationnelle, on doit vraiment voir du point de vue d'une refonte de l'organisation. En fait, on est en train de se redéfinir. Si je reviens à l'exemple de la chenille et du papillon, on pense au papillon. Le focus, c'est vraiment ce qu'on va devenir. Donc, on revoit nos structures, on revoit nos processus, on va peut-être changer de modèle d'affaires, on va adopter une nouvelle culture. Et ce qui arrive, c'est que ce qui nous motive à faire cette transformation organisationnelle, c'est soit parce qu'on a besoin de survivre par rapport à la concurrence, ou parce qu'à un moment, il faut peut-être rester pertinent du point de vue de son modèle d'affaires. Et du point de vue approche, si on parle de la transformation organisationnelle, c'est vraiment toute une restructuration de l'organisation. On peut même dire que parfois on remet tout à plat, on revoit la culture, on revoit l'organisation, on revoit les processus. Et du point de vue de la durée, c'est un processus qui est quand même à long terme, qui peut aller de 2, 3 à 5 ans, dépendamment de l'organisation et de l'envergure de la transformation qu'on veut mettre en place. Maintenant, si on prend la conduite de changement, parce qu'en fait, les deux éléments sont très liés, mais il y a quand même une différence qu'il faut souligner. Du point de vue conduite de changement, on va vraiment viser à avoir une transition réussie. On va plutôt s'occuper de tous les outils et de toutes les techniques qui sont liées aux aspects humains du changement que l'organisation veut mettre en place. Alors, ce qui nous motive, c'est vraiment voir comment est-ce qu'on peut bien optimiser ou améliorer nos processus, comment on peut s'assurer que la transformation qui est en train de se mettre en place va vraiment s'aligner avec les nouveaux objectifs de l'organisation. Et notre objectif lorsqu'on parle de conduite de changement, c'est vraiment réduire la résistance au changement. C'est-à-dire, on veut s'assurer que lorsque la chenille deviendra papillon, que tout est mis en place pour que le papillon vole correctement. Maintenant, de point de vue approche, comme on a dit que la conduite de changement, c'est plutôt la gestion de tous les aspects liés à l'humain, alors on va beaucoup s'orienter vers la communication, une communication efficace. On va faire énormément de formation, on va développer les équipes et surtout, c'est un processus qui se fait avant et après, c'est-à-dire avant le changement, on va s'assurer que tout est mis en place, mais même quand on devient
papillon, on s'occupe aussi de s'assurer que notre papillon vole correctement. Du point de vue de la durée, on dira que c'est un ensemble d'initiatives, mais en général, c'est de courte à moyenne durée. Donc, si je essaie de visualiser ça, on peut dire que la transformation organisationnelle, c'est un très long projet qu'on a. Et puis, on a des initiatives de conduite de changement tout au long, de court à moyen terme, qui permettent de s'assurer que ça se passe bien. Alors, je ne vais pas m'attarder, je vais laisser la parole à mon prochain collègue et voilà, à Amélie. Merci. Ok, merci Cindy. Suite à tout ce qui a été dit par mes collègues précédemment, on peut légitimement se poser la question du pourquoi finalement nos organisations doivent se transformer. Alors, on va repartir sur Théo qu'on a suivi tout à l'heure et qui a l'air d'évoluer sereinement. Mais en fait, si Théo est comme nous, il navigue dans un contexte géopolitique qui est très instable aujourd'hui et qui est de moins en moins prévisible. Nos organisations sont dans le même contexte que nous. Pourtant, elles doivent continuer à se construire, à grandir et à réussir. On a également vu notre ami Théo à la Silicon Valley. Quoi de mieux que la Silicon pour évoquer l'ère du numérique dans lequel nous sommes aujourd'hui pleinement. Les entreprises les plus valorisées euh, s'appuient effectivement sur des plateformes numériques. Et là, je parle d'entreprises au sens mondial. Les entreprises également qui sont aujourd'hui natives du numérique, elles bouleversent littéralement toutes les industries. Alors, ces deux faits nous montrent que la transformation organisationnelle, finalement, quand elle est bien gérée, devient un atout compétitif incontournable pour nos organisations qui peuvent l'utiliser pour pouvoir étendre leur portée, que ce soit par des nouveaux produits, que ce soit par l'atteinte de nouvelles cibles clientèle, mais aussi elles peuvent utiliser ces transformations-là pour aller chercher des nouvelles sources de savoir et donc de pouvoir. Et là, je pense notamment à l'intelligence artificielle dont on voit les effets et on sait tous qu'on en est qu'à ses débuts. Ensuite, un troisième fait, je ne sais pas si Théo a traversé la pandémie Covid comme nous, mais au sortir de cette pandémie-là, notre rapport au travail, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que notre rapport au travail a radicalement changé. Et donc, une des raisons qui va pousser les organisations à se changer aujourd'hui, c'est aussi l'alignement des aspirations des employés sur la stratégie et sur la vision de l'organisation, le but étant effectivement d'embarquer de façon solide l'ensemble des employés. Donc, la transformation, finalement, pour nos organisations, c'est une nécessité pour s'adapter à l'environnement qui change, qui est mouvant, mais ça devient même une urgence, en fait, pour assurer la pérennité de nos organisations, on va dire, transforme or disappear. En gros, soit tu te transformes pour pouvoir survivre, soit l'organisation va être laissée de côté. Je vais passer la parole suite à ça à mon collègue qui va nous édifier sur ce que c'est que la transformation digitale plus principalement. Bien, merci beaucoup Amélie. Alors ouais, effectivement, on s'est posé la question avec le groupe de travail dans la sémantique. Qu'est-ce que veut dire le mot digital versus numérique? Parce qu'on avait tous à l'origine un petit peu l'idée de la transformation numérique et on parle aujourd'hui beaucoup majoritairement de transformation digitale. Et il y a eu beaucoup de débats et au final, on est tous tombés d'accord. Donc, suite à nos recherches, c'est un peu les poupées russes. Donc, je vais partir par le bas. La petite poupée, donc sur la transformation numérique. Donc ça remonte au début, en fait, de la genèse de l'informatique et surtout de l'avènement de l'Internet. Donc c'est toutes ces nouvelles technologies qu'on a commencé depuis 20 ou 30 ans à percevoir dans notre quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est que ça s'est introduit dans notre quotidien individuel, personnel, avant les organisations. Et donc le mot, en fait, vient de l'anglicisme, donc digitalisation est synonyme donc de digital dans la conscience de chacun, mais surtout de numérisation.
Donc l'avènement de l'Internet, c'est la capacité finalement à numériser. Et donc, c'est le processus de conversion des données qui sont analogiques au départ sous un format numérique. Donc, en d'autres termes, c'est la capacité de convertir des données d'images, de sources vidéo ou audio pour en simplifier leur gestion, leur transport et leur exploitation. Maintenant, la digitalisation, ça va être l'appropriation de ces technologies pour les grandes entreprises. Donc la capacité de pouvoir se doter des outils et des méthodologies aussi, ça va un petit peu de pair, et de les ancrer dans le quotidien de chacun. L'objectif, c'est de simplement simplifier le quotidien, la vie de chacun dans les différents processus métiers, mais c'est encore une initiative un petit peu locale. La transformation digitale maintenant. Donc l'objet de ce webinaire, ça va être la démocratisation de ces différentes technologies et c'est en disruption par rapport à ce qu'on a connu. Et c'est ce qu'on vit depuis maintenant quelques années. Donc c'est le fait de transformer complètement les façons de travailler au travers des processus métiers. C'est le fait d'aller chercher aussi de la satisfaction client, de la satisfaction collaborateur pour les personnes qui travaillent donc en interne des différentes organisations. Et surtout, bon, dans l'idée de soutenir finalement des ambitions et des objectifs stratégiques, essentiellement commerciaux, pour pouvoir arriver à se transformer. D'où le dernier encart qui vous a été présenté un peu plus tôt, donc sur la transformation euh, organisationnelle. Voilà, donc pour synthétiser, comme le veut le schéma, donc transformation numérique en français, c'est la digitisation, donc la transposition entre l'analogique et le digital. Transformation digitale, c'est donc les entreprises qui se réinventent autour des nouvelles technologies et des façons de travailler. Et enfin, la transformation organisationnelle est un conteneur de tout ça, puisqu'effectivement, elle ne s'arrête pas à la transformation digitale uniquement. C'est bon pour moi sur ce slide, donc je passe la main à Soufiane pour la suite de la présentation. Merci Aurélien. Je teste le son. Dites-moi si vous m'entendez, premièrement. Oui, on t'entend. Ça marche, ok. Alors, sans transition, je vais vous présenter la branche Brightline, qui est indépendante de la méthodologie de travail que vous utilisez ou essayez d'instituer au sein de votre organisation. Cette approche fonctionne car elle met l'accent sur une plus grande implication, une grande et forte motivation des employés en leur permettant d'élaborer leur propre parcours de transformation. Elle fonctionne avec des organisations qui appliquent des principes de design thinking, la pensée conceptuelle, agile et ses différentes adaptations dans Scrum, Safe, Disciplined Agile, Waterfall, Lean. Et je vous présente maintenant le Compass et qui peut être utilisé pour n'importe quel type de transformation. Les 5 composants du Compass se renforcent mutuellement. De nombreuses organisations entreprennent une combinaison de changements pour rester compétitifs et innovants sur le marché. Et je me permets maintenant de vous dérouler les 5 composants un à un. Premièrement, l'étoile polaire, comme son nom l'indique, elle est utilisée dans le collectif comme symbole pour guider les marins. Et dans notre situation, elle symbolise la vision et une stratégie inspirante et dynamique pour articuler les objectifs de la transformation digitale. Dans le deuxième cas, nous avons des idées perspicaces sur les clients, où nous parlons d'intégrer une compréhension approfondie du client dans chaque changement. Troisième composant, nous parlons d'un système opérationnel de transformation où il s'agit de matérialiser les changements sur la structure organisationnelle avec des paramètres clairs et des KPI bien définis. Et quatrième point, et non pas le moindre, vos champions volontaires, où il s'agit de communiquer clairement auprès de vos champions pour garantir un positionnement efficace pour l'exécution de la transformation. Et dernier point, une transformation intégrale des employés, où il s'agit de rendre la transformation personnelle chez tous les acteurs et cultiver l'engagement et l'enthousiasme quant à l'impact de cette transformation sur leur trajectoire. Et
nous vous avons mis tout en bas un exemple de quelques transformations digitales où vous pouvez transposer ces 5 composants suivant le cas que vous allez rencontrer. Je passe maintenant la main à Yanis pour vous présenter les 5 leçons apprises de la transformation organisationnelle. Merci. Merci beaucoup, Peut-être Sofiane. juste si tu permets, juste pour compléter vraiment la très bonne présentation de Sofiane, dire que les 5 composants se renforcent mutuellement en fait. Et de nombreuses organisations entreprennent une combinaison de ces changements pour rester, comme l'a dit Sofiane, compétitive et innovante sur le marché. Voilà, je ne dirai pas plus. Yanis, à toi. Merci beaucoup, Sofiane et Hamid, pour cette complémentarité. En effet, que pouvons-nous en tirer de ces 5 enseignements? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, en mettant en exergue l'histoire de Théo, une réflexion plus traditionnelle nous permet de comprendre que tout d'abord, confier la responsabilité des projets aux équipes internes de l'organisation signifie qu'il est crucial de développer les compétences des équipes internes pour leur confier la responsabilité des projets, contrairement à l'externalisation qui peut affaiblir leurs compétences. Et donc, la co-construction semble donc être une stratégie essentielle. Deuxièmement, hein, avoir une vision à 3 ou 5 ans pour guider la transformation. Qu'est-ce que cela signifie? Prendre le temps de construire une vision interne qui est fondamentale. Par exemple, si nous prenons le cas de l'entreprise Toyota et son système Lean, qui illustre l'efficacité d'une stratégie élaborée en interne, euh, soulignant l'importance de créer des visions et outils adaptés spécifiquement à l'organisation, eh bien, nous savons que Toyota est reconnu pour son excellence, appréciée par les propriétaires de ses voitures, si vous avez donc une voiture Toyota, bien évidemment, et confirmée par sa performance sur le marché automobile. Pourtant, malgré la mise en œuvre par de nombreuses entreprises du système tel que défini par Toyota, donc le Lean, celui-ci n'a pas toujours été efficace. Cela souligne donc l'importance pour chaque entreprise de concevoir son propre système ou outil adapté à son contexte afin d'atteindre ses objectifs. Troisièmement, l'importance de concevoir l'expérience client de l'extérieur vers l'intérieur de l'organisation explique que prioriser les besoins des clients dans la conception des services ou produits est vital pour rester compétitif et satisfaire le client dans un monde complexe et incertain. Et enfin, suivi par un quatrième enseignement, qui est l'avant-dernière, qui est de concevoir l'expérience collaborateur de l'intérieur vers l'extérieur de l'organisation. Cela signifie que l'expérience interne doit refléter les attentes externes, c'est-à-dire du client. En effet, les équipes internes doivent adopter une mentalité agile, ou plutôt collaborative hein, dans sa globalité, pour répondre efficacement aux demandes complexes des clients. Comment une organisation peut-elle satisfaire ses clients sans prendre soin de ses collaborateurs? Les deux sont intrinsèquement liés. Et enfin, le dernier enseignement est qui est d'intégrer la culture de type Silicon Valley, c'est-à-dire adopter une culture d'innovation caractérisée par des approches comme le lean, l'agile, le design thinking, le prototype, et des approches, il y en a énormément. Mais ce qui est important, c'est que bien que ça soit crucial pour que la performance et la durabilité soient optimales dans une organisation, ce n'est pas seulement les outils ou les démarches qui comptent. Ce qui incombe, c'est surtout l'état d'esprit innovant qui distingue la Silicon Valley. Et c'est ça qui la rend unique. Et donc, ces 5 enseignements sont le résultat d'un retour d'expérience d'experts en transformation digitale, ainsi qu'une étude menée par Benham Tabrizi sur près de 1000 cas de transformation dans 107 entreprises ayant réussi à les mettre en pratique. Et donc, ce qui est important, et c'est ce que soulignait aussi Hamid, c'est que les 5 composants présentés précédemment servent de guide pour la transformation numérique ou digitale des organisations. Et donc, ces 5 enseignements que je vous ai présentés détaillent la marche à suivre et complètent les 5 composants, sachant que ces 5 enseignements sont non exhaustifs et c'est vraiment symbolique. Mais ces 5 enseignements fonctionnent et ça a été prouvé. Je passe la parole à mon prochain collègue. Ok,
Eh ben, super, merci beaucoup Yanis. Donc, on s'est dit qu'en fait, les 5 leçons que vient d'aborder Yanis sont au cœur en fait du Transformation Playbook de Brightline, sur lequel on a beaucoup puisé finalement dans nos recherches. Donc, on voulait avoir un petit peu ce diagramme, mais aussi un petit peu ce mémorandum des leçons apprises qu'il faut retenir, donc au travers des 5 dimensions de Brightline. Donc la première, comme on l'a dit, c'est de confier la responsabilité des projets aux membres internes de l'organisation. Ça ne veut pas dire de ne pas externaliser. Maintenant, ça veut dire qu'il ne faut pas confier clé en main vos sujets de transformation à un prestataire externe en lui disant, bah voilà, moi dans 6 mois, je veux me révolutionner. Donc vous vous adaptez et vous nous transférez, vous nous transformez digitalement parlant. Euh, One size fits all, on l'entend beaucoup. Alors le français est moins sexy, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une approche, une méthode finalement que peut vous apporter quelqu'un en externe ou même quelqu'un en interne nouvellement arrivé. Et donc il s'agit d'avoir quand même une approche qui est dite unifiée. Donc identifier des champions et une structure de direction. C'est vrai pour à peu près toutes les initiatives et c'est crucial pour une transformation, quelle qu'elle soit, notamment digitale. Disposer d'équipes interfonctionnelles et se baser sur vraiment des données, donc de l'analytique pour appuyer la prise de décision. Dimension 2, c'est donc avoir une vision à 3 ou 5 ans. Là, pareil, donc suffisamment itératif, un cycle assez court et pas trop long. Ne pas se baser uniquement sur un seul outil. Étudier l'opportunité d'une myriade de technologies, d'une myriade d'outils. Le but étant de servir avant tout donc les différents métiers et également les entités commerciales. Le but, c'est vraiment de croître, de progresser en la matière. Leçon 3, dimension. Alors, l'expérience client de l'extérieur vers l'intérieur de l'organisation. Euh, donc, bah, c'est le schéma inverse, c'est-à-dire ne pas suffisamment prendre en compte les desiderata des parties prenantes externes, qui vont bien souvent être les clients. Ça peut être aussi, pourquoi pas, même des concurrents. Et donc de mitiger l'ensemble de ces exigences, de ces attentes, voilà, des intérêts peut-être des fois divergents, et d'éviter les changements dits Big Bang. Donc c'est la capacité de se doter d'un plan progressif, itératif, avec la satisfaction du client donc au centre, en objectif premier. Leçon 4, concevoir l'expérience collaborateur de l'intérieur vers l'extérieur de l'organisation. Donc on parle bien de l'organisation. Donc l'ensemble maintenant des parties prenantes internes de l'organisation, les collaborateurs, les nouveaux arrivants, les personnes qui font partie des murs, prendre en considération l'ensemble des attendus, des exigences de ces personnes et faire en sorte finalement d'améliorer leur quotidien et de répondre à leurs problématiques au jour le jour. Donc c'est extrêmement central pour arriver à satisfaire notamment la dimension 2. Dimension 4 maintenant, donc concevoir l'expérience, on l'a abordé. Alors autant pour moi la 5, la dernière leçon, donc la dimension 5, la Silicon Valley dont a pas mal parlé aussi Amélie. Euh, les symptômes, en fait, selon Brightline, donc les personnes qui n'ont pas la mentalité appropriée pour changer, ou dont les pratiques actuelles sont déjà défectueuses, peuvent être amplifiées par ce phénomène de transformation digitale. Donc l'idée, c'est d'amener au-delà finalement de la technologie des concepts qui permettent d'harmoniser tout ça. On parle beaucoup depuis des années de design thinking, la capacité de s'aligner, voilà, en dehors des silos et d'éviter finalement bah, des surcoûts sur des prototypes ou des changements de direction inopinés qui auraient pu être éclairés par une prise de décision en amont, plus pertinente. Voilà. Donc l'objectif, in fine, ça reste l'amélioration de la satisfaction client et celle des collaborateurs. Et je vais m'arrêter là-dessus pour avancer maintenant sur un cas pratique. Merci Aurélien pour cette présentation et cette introduction. Pour le cas pratique, nous allons en fait aborder dans ce webinaire le cas de la transformation numérique au sein de la RATP. Donc, avant de parler de la RATP, nous allons en fait commencer par quelques chiffres. Quelques chiffres clés pour que vous voyez en fait l'impact de la RATP dans la vie des Franciliens au quotidien.
déjà, le RERA, qui est une ligne qui est très, très utilisée et fréquentée en Île-de-France, c'est 308 millions de voyageurs qui empruntent cette ligne-là par an. Et on peut aller jusqu'à 50 000 voyageurs par heure aux heures de pointe. Ça, c'est le chiffre de 2017, avec une croissance de 20% sur les 10 dernières années en termes de fréquentation de cette ligne. À titre de comparaison, une ville comme Maison-Alfort, c'est 54 000 habitants. Donc, c'est comme si, aux heures de pointe, toute la ville de Maison-Alfort, dans le 94, voyageait via le RERA. Et deuxième chiffre clé, ça c'était pour le RER, pour tout l'ensemble des métros au quotidien en Île-de-France, la RATP transporte euh, 4 millions de personnes par jour. Ça, c'est des chiffres qui sont assez récents, qui sont de 2022. Donc, c'est pour vous dire que il y a des millions de personnes qui sont impactées par cette entreprise-là, plutôt par les services de cette entreprise-là au quotidien. Donc, pour revenir à l'objectif de ce webinaire-là, la RATP a mis en place une stratégie qui est globale, mais à titre d'illustration, nous allons nous focaliser en fait sur euh, quelques points de cette stratégie globale-là. Le premier point, ce sera l'amélioration de l'expérience client. Les 4 millions de personnes ou les centaines de millions de personnes qui sont des clients de la RATP comment on va faire pour améliorer leur expérience. Et le deuxième point sur lequel on va se focaliser sur cette stratégie, c'est assurer une mobilité durable. Une mobilité durable dans le sens où on est dans un contexte global de réchauffement climatique et la mobilité durable, en fait, euh, va, va aller dans le sens de la réduction des émissions à effet du gaz à effet de serre issues des activités de la RATP. Pour ceux qui sont en Île-de-France, vous avez sûrement dû remarquer la multiplication, par exemple, des bus qui roulent à l'hydrogène. Et ce n'est pas qu'en Île-de-France, c'est un peu partout en France d'ailleurs, les bus se mettent à l'hydrogène. Donc, pour aller dans le même sens et afin d'atteindre en fait les objectifs stratégiques, la RATP a suivi dans les grandes lignes les 5 enseignements du Brightline tels que introduits par mes collègues. Le premier, c'est déjà la définition d'une vision stratégique qui va permettre en fait de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, ce point-là, les deux points que j'avais cités au préalable vont être notre focus. Le premier point, c'est l'amélioration de l'expérience client. Et le deuxième point, c'est assurer une mobilité durable. Donc, comment mettre en place une vision stratégique sur 3, 5, voire 10 ans pour améliorer l'expérience client et assurer une mobilité durable pour les clients au quotidien. Le deuxième point, c'est la formation de champions internes pour en fait aider à décliner cette stratégie-là au niveau opérationnel. Là, il y a eu en fait des acteurs internes qui sont montés en compétence sur ces sujets, sur ces sujets-là et ont porté ces sujets-là en interne pour pouvoir euh, les mener à bien. Bien sûr, ça a été dit lors du webinaire, bon, même si on a des champions internes, des gens en interne qui vont porter les sujets, qui seront les responsables de ces sujets-là, on peut bien sûr se faire accompagner par des consultants qui vont nous aider à travailler, mais la responsabilité incombe à des champions internes qui vont porter le sujet. Le troisième enseignement, c'est le fait qu'ils ont automatisé en fait les développements dans les environnements de production. Avant, en fait, euh, lorsqu'ils voulaient mettre en place des applications ou mettre en production, les processus étaient assez longs, mais avec les nouvelles méthodologies telles que le DevOps et autres, ils ont pu mettre en place, un cas qui m'a été donné par un des consultants, une fois ils ont pu mettre en production jusqu'à 35 applications en même temps, en environnement de production. À titre d'illustration, pour ceux qui sont en entreprise, c'est beaucoup. Si on n'avait pas les systèmes automatisés,
on risquait de ne pas pouvoir atteindre ce résultat-là. Et le quatrième enseignement, c'est une adoption de l'agilité à l'échelle pour pouvoir s'adapter aux besoins, aux desiderata évolutifs et au contexte évolutif de l'environnement dans lequel ils sont. Il y a eu l'adoption en fait de la méthodologie SAFe pour ceux qui connaissent. Donc SAFe, c'est l'agilité à l'échelle de l'entreprise qui va permettre de prendre les sujets de manière globale et de pouvoir les traiter au fur et à mesure de manière incrémentale et itérative. Voilà. Donc tout ceci a produit à ce jour le fait que on est déjà, euh, on n'est plus en fait à faire la queue lors des. Enfin, ça se fait toujours pour ceux qui ne le savent pas, mais pour ceux qui sont initiés, qui savent, qui connaissent les nouveaux produits de la RATP, il n'y a plus besoin en fait d'aller faire la queue devant les distributeurs de tickets pour recharger son pass Navigo. On peut le faire directement via l'application Bonjour RATP qui a été lancé en juin 2021 et qui a pour bénéfice de pouvoir recharger son Navigo de chez soi, sur son canapé, avec son téléphone. On peut faire la même chose que si on se rendait à une gare pour recharger. Ça, c'est pour l'amélioration de l'expérience client. Donc, on ne va plus faire de queue au guichet de rechargement et on va pouvoir être plus flexible. Et idéalement, la cible, c'est de ne même plus utiliser le pass Navigo, de pouvoir valider les types de transport, enfin plutôt les transports directement via notre smartphone. Et le deuxième point, c'est que vous l'avez aussi vu à partir de septembre 2023, il y a une grande campagne de communication autour de la suppression des tickets T+. Des tickets T+, c'est les tickets qu'on utilise soit dans les bus, soit dans les RER, soit dans les métros pour pouvoir valider son passage, son trajet. Et avec la suppression des tickets T++, c'est le deuxième point de notre stratégie, c'est l'amélioration de l'empreinte carbone et la suppression des tickets T+, contribue grandement à cela. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que euh, la RATP, au travers de cette transformation digitale, a amené ces innovations-là qui ont pour objectif d'améliorer l'expérience client au quotidien, mais aussi de réduire l'empreinte carbone de leurs activités. C'est tout pour moi. À ce stade du webinaire, il est bon de faire la synthèse de tout ce que nous avons appris. Qu'est-ce que c'est que la transformation organisationnelle? Nous pourrons définir la transformation organisationnelle comme étant un ensemble de processus de transformation de la stratégie, de la culture, de la structure et des compétences pour mieux répondre à un environnement en constante évolution. La métamorphose de la chenille en papillon illustre bien la transformation. Les transformations organisationnelles peuvent prendre différentes formes en fonction des besoins spécifiques des organisations. C'est des objectifs à atteindre. Une recherche sur Internet permet de ressortir une panoplie de transformations organisationnelles, parmi lesquelles la restructuration organisationnelle, le réingéniering des processus, la transformation stratégique, la transformation digitale. Nous avons fait un focus sur la transformation digitale, que nous pouvons définir comme l'intégration des nouvelles technologies numériques dans le quotidien des salariés de l'entreprise. 70% de toutes les initiatives de transformation digitale n'atteignent pas leur objectif. Cela s'explique par le fait que la transformation digitale n'est pas uniquement la mise en avant de la technologie, mais plutôt de l'humain qu'il faut d'abord transformer en premier lieu afin de soutenir la transformation digitale. 5 enseignements nous ont été donnés afin de réussir notre transformation digitale. 1. Se baser sur le personnel interne.
Deux, avoir une vision sur 3 à 5 ans pour conduire la transformation. Trois, approfondir sa connaissance des clients afin d'opérer une transformation idoine. Quatre, aligner le personnel sur l'organisation. Et cinq, intégrer une culture de type Silicon Valley. Un cas pratique de transformation digitale réussie du groupe RATP nous a été donné et un parallèle a été fait avec l'outil mis en place par Brightline pour pouvoir réussir une transformation digitale, mais pour réussir aussi toute autre transformation qui est le Compass. J'espère que toutes ces notions ont été bien assimilées. Mounina, je te passe la parole. Euh, Destin. Maintenant, on va passer à la partie Q&A pour vérifier que nous avons bien compris ce qui a été dit. Donc, je vous invite à vous connecter au lien Klaxoon qui a été présenté. Et maintenant, je vais aller me connecter sur Klaxoon pour voir un peu qu'est-ce que vous avez fourni comme mots. Et par la suite, nous allons pouvoir avoir ensemble un nuage de mots de ce que nous avons retenu du webinaire de ce soir. Donc, pour ça, j'arrête de partager mon écran. Je vais repartir et partager cette fois-ci le lien Klaxoon qui est là. Voilà, c'est ça. Hop. Donc, je vais sur Klaxoon. Est-ce que mon écran, vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Oui. Oui. Ah, excellent. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est tous les mots qui ont été fournis par vous tout au long du webinaire et vous pouvez continuer à, à nous envoyer autant de mots possibles. L'idée, ce sera d'avoir un nuage de mots qu'on va partager avec vous, qui sera dans le livre PDF qui va être envoyé dans les jours à venir. Et donc, si je mets le focus, donc on peut voir que le mot qui a été le plus utilisé aujourd'hui, c'est changement, parce que changement, c'est lui qui vient en première position, donc c'est le plus grand, donc on est à plein dedans. Donc, moi, je dirais beaucoup plus transformation parce que le changement, aujourd'hui, on a parlé beaucoup plus de transformation digitale. Et sur ce, je vais fermer ça et je lance le QCM. Je vous invite, ceux qui ne se sont pas encore connectés, de se connecter pour faire ensemble le QCM qui va s'afficher. Je pense que vous êtes en train de voir la question, la première question. Vous allez pouvoir la voir en même temps que moi. Et je vois qu'il y a 39 personnes restantes. La question est, la transformation numérique englobe la transformation digitale. Vrai ou faux? Donc, encore quelques secondes pour donner le temps à tout le monde de pouvoir répondre à la question. Ensuite, on continue. 17 personnes restantes, on se motive tous ensemble. On est très nombreux connectés et pour le moment, je vois qu'il y a que 41 personnes qui ont rejoint le lien Klaxoon. Si les autres, vous pouvez faire un petit effort pour rejoindre afin de nous envoyer le plus de mots possible pour assimiler tout ce qui a été dit aujourd'hui. 8 personnes restantes, je pense qu'on va passer à la question suivante. Je ne vais plus attendre, il y a 7 personnes restantes, donc vous allez pouvoir répondre à la question qui va suivre. Je vois que Christophe Rocher a levé la main. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît? Comme ça, s'il y a un problème technique, donc, la transformation numérique englobe la transformation digitale, c'est faux. D'après ce que Aurélia nous a expliqué, c'est bien la transformation digitale qui englobe la transformation numérique qui est une partie justement en fait, de la transformation digitale parce qu'elle se base sur le numérique pour pouvoir intégrer des nouveaux outils, notamment d'intelligence artificielle et d'intelligence Internet of Things et ces outils pour mieux améliorer le travail
dans l'entreprise. Donc, je pense à la question suivante. La question suivante, c'est pour une transformation digitale réussie, il faut. Donc, vous avez uniquement une maîtrise de la technologie qui est le moteur de la transformation digitale ou des consultants externes qui maîtrisent la technologie et appliquent des solutions universelles ou encore les meilleures pratiques. Ou la troisième possibilité, c'est l'humain, la stratégie, le leadership, la vision, etc., qui permettent de définir une transformation sur 3 à 5 ans. Donc, il n'y a qu'une seule réponse qui est vraie, les autres sont fausses. Donc, il reste 15, 13 personnes, 12 personnes. Donc, encore 2 secondes pour vous laisser le temps de répondre. Et donc là, je pense qu'on ne va plus attendre. Excellent. Donc, il y a à peu près beaucoup de personnes qui ont choisi la bonne réponse. Donc, qui est l'humain, la stratégie, le leadership, la vision, ainsi de suite, parce qu'il faut savoir que la transformation digitale implique beaucoup, beaucoup l'humain. C'est ce qu'on a dit tout au long du webinaire de ce soir. Donc, on passe à la troisième question et la dernière question. Donc, nous avons tout au long du webinaire, Yanis a mis en exergue notamment les 5 enseignements qui assurent le succès d'une transformation digitale et nous vous invitons à à choisir 3 parmi les cinq qui ont été donnés. Donc, on va attendre un peu, hein, quelques secondes pour laisser le temps au maximum de personnes de répondre à cette question. Donc, 16 personnes restantes. Encore un peu de temps. 15 personnes, 13, 12 personnes. Je pense qu'on va arrêter comme ça. On aura au moins le temps de poser 2 ou 3 questions. D'après toutes les réponses qui ont été données, je vois que ce qui a été dit a été bien assimilé et donc ne plus attendre. Voilà, donc c'était bien la première réponse. Donc le piège, c'était chaque fois en fait, c'était soit intégrer la culture de type Silicon Valley ou intégrer la culture de type top-down, ce qu'on ne veut pas, et ou intégrer la culture de type bottom-up. C'est intéressant, mais par contre, ce n'était pas la bonne réponse. Donc, excellent. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Et donc, on a un bon score. Donc, actuellement, on a aussi 55 idées qui ont été soumises. Je vous invite à continuer à envoyer le maximum d'idées possibles. Moi, j'ai envie que le changement soit plus petit que la transformation. J'espère que vous pouvez envoyer les mots pour les quelques minutes qui nous restent. Et sur ce, j'arrête de partager mon écran et je vais aller repartager le PowerPoint. Comme ça, on peut continuer avec le Q&A de la réunion. Questions et réponses. Donc, je laisse la main à Mehdi pour poser les questions. Yes, Mounina, merci beaucoup. Merci à tous les membres de cette belle présentation. Alors, il y a une question, en fait, c'était la première à être posée. Elle se compose de 2 questions qui sont vraiment très importantes à mon sens. Donc, la première, c'est quels sont les indicateurs clés de performance, KPI, ou les mesures de succès utilisées pour évaluer l'efficacité de la transformation organisationnelle? Ça veut dire comment on peut évaluer chemin faisant, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Est-ce qu'on est performant ou pas? Donc ça, c'est la première tranche de la question. La deuxième, c'est comment mesurez-vous, pardon, l'impact sur la culture d'entreprise? Donc une fois on va dérouler ou bien on va s'engager dans une transformation, comment on va pouvoir mesurer l'impact sur notre culture, notre propre culture d'organisation? Je donne la parole à Claude, donc, notre experte sur le sujet pour répondre. Voilà. Claude, à toi la parole. Voilà, voilà, bonsoir tout le monde. Merci pour un travail bien fait. J'ai suivi la présentation et c'est très bien fait. Merci. Pour répondre à cette question-là, vous voyez, ça dépend du projet, ça dépend du type de la transformation. On doit, vous savez que entre petite
et grands bouleversements, les organisations en général vont être vont faire face à ces changements et il y a ils vont établir des projets. Donc, vous savez, la stratégie se traduit par des projets et la mesure des KPI, ça dépend des projets. Et il y a des mesures tangibles, il y a des mesures qu'on ne peut pas vraiment mesurer d'une façon, c'est-à-dire les quantifier en anglais, genre quantifiable. Euh, donc, ça dépend du projet, ça dépend de... Je n'entends plus. Claude, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Oui, moi non plus, Oui, je n'attends oui, plus Claude. on l'entend plus, OK. Claude. On Le l'entend temps que Donc, plus. la connexion je revienne. pense qu'il y a un problème de connexion. On peut peut-être passer à la question suivante, ensuite donner Euh, le code PDI aux personnes, vu que on va prendre 2 minutes de retard. Dans 2 minutes, ça va terminer. Donc, je t'invite à Amina, poser une autre question. j'ai eu un petit souci de connexion. Là, on peut poser la deuxième question. S'il te plaît. Ok, alors c'était en fait de Yasmina encore. Donc, comment utiliser l'IA pour aider dans la transformation organisationnelle? Donc, comment bénéficier en fait des apports et de ce que nous apporte l'IA dans notre quotidien, notamment au travail. Donc, pour aider dans l'organisation, dans la transformation organisationnelle. Pardon. Euh, Mehdi, le temps que Claude se connecte, je pourrais Ah, peut-être ok. contribuer à Donc, ça. là, on s'était déconnectés tous les deux. OK. Je sais pas, peut-être, Amit, tu as un apport, ben, Oui, vous ou m'entendez? bien Je Sylvie. disais que... non. Ben, Vas-y, vas-y, Sylvie, vas-y, pardon. Oui, vas-y, oui, oui. Vas-y, Sylvie. vas-y. Donc, je disais que l'IA peut être très utile parce qu'en fait, elle peut mettre à disposition des outils qui permettent vraiment d'aider, par exemple, pour le cas euh, des outils de formation qui vont aider à mettre en place des parcours personnalisés pour les employés et aussi, surtout pour ce qui est de la collaboration. On a maintenant des meetings qui sont très intelligents à cause des différents fuseaux horaires. On va trouver un temps et on va être capable de générer des comptes rendus. Et même s'ils ne sont pas optimisés, mais c'est des outils en fait qui permettent de vraiment améliorer tout ce qui est collaboration, tout ce qui est compétences au sein de l'organisation. Donc, de ce point de vue, et surtout pour ce qui est de l'automatisation des processus métiers aussi, on voit de plus en plus que l'IA s'incorpore dans l'organisation et pour certaines choses, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on rajoute cette touche d'intelligence. Donc oui, l'IA est vraiment incorporée et par exemple pour tout ce qui est des outils de chat, de partage de connaissances, de gestion de la connaissance au sein de l'organisation, tout ça, c'est des outils qui participent à la formation, à la compétence et aussi à la transformation de l'organisation. Mehdi, Merci. euh, nous avons eu une réponse de Claude et je me permets de la rapporter pour Je, Yasmina, je je l'ai pense. fait. Je Alors, viens de le faire. du coup, en termes d'indicateurs, et je vous laisse poursuivre, on peut avoir un exemple de chiffre d'affaires ou de rendement de l'entreprise par rapport à la transformation si le, le processus de transformation cible ce volet-là. Je me permets aussi de vous faire revenir aux composants que nous avons, aux 5 composants que nous avons cités du Compass et où on parle d'un système d'information et c'est là où il faut intégrer ces KPI-là dans votre système d'information et c'est là où on peut parler, par exemple, d'une satisfaction client, d'un taux d'utilisation d'un outil et bien évidemment d'échéancier ou de délai pour la mise en œuvre de cette transformation. Donc tout cela peut être un exemple
de KPI qu'on peut utiliser pour la transformation. Et merci toujours et encore, Claude. De t'arrêter là et je vois qu'il y a Christophe Roger qui veut parler. Je désactive le son. Christophe, vous avez levé la main, vous voulez dire quelque chose? Oui? Ok, donc c'est bon. Donc, on va passer. Merci. Donc, pour les questions restantes, on va essayer de les répondre si possible et on vous tiendra informé à travers les communications qui vont être faites. Notamment, on va vous envoyer donc les informations de connexion. Donc, je vais là. Donc, aujourd'hui, le webinaire de ce soir qui a duré 1 heure vous donne droit à un PDI et Power Skills. Et donc, le code s'affiche sur l'écran. Nous vous invitons à à l'écrire. Sinon, vous allez le recevoir dans tous les cas par email. Ensuite, la prochaine séance du groupe de travail sera pour le 14 mars, donc ce sera un jeudi. Et le sujet, ce sera les 4 pièges de la transformation organisationnelle et comment les surmonter. Bien sûr, nous avons notre enquête de satisfaction, l'idée étant de continuer à améliorer nos services en vous fournissant du contenu instructif et intéressant et qui vous aidera dans le cadre de votre travail. Et nous vous invitons à scanner le QR code et à nous faire part de ce que vous avez ressenti durant ce webinaire et comment vous notez la prestation. Et sur l'écran, vous avez la liste des livres, des ouvrages qui ont été utilisés dans le cadre de ce webinaire. Donc, ça, c'est la 2e page. Et sur ce, nous vous disons merci et bonne soirée. Merci pour cette belle présentation. Merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire. Et sans vous, heureusement, les participants, merci d'avoir fourni autant d'idées et nous espérons vous revoir lors du prochain webinaire, c'est-à-dire le 14 mars. Merci aux présentateurs. Bravo, c'était super. Et bon week-end surtout. Bon week-end. Merci à toutes et à tous. Merci à Claude. Merci à tout le monde. Merci. C'est moi, vraiment, Merci. pour le problème À technique. bientôt, bon week-end. Bye bye. Merci tout le monde. Merci. Bye. On se rejoint en ligne. Ok. Je partage le lien. Je vais arrêter celui-là. Il y a encore